Le soir de mes 30 ans aurait dû être spécial. J'imaginais des bougies sur un gâteau, ce sourire particulier de Marc, peut-être même un baiser qui aurait encore le goût d'autrefois, comme une promesse, comme un foyer. Au lieu de cela, j'ai eu droit à une nuit qui a enterré tout ce que je croyais savoir de l'amour. J'étais assise à table dans notre appartement du Marais, portant cette robe bleu marine que j'avais achetée spécialement pour l'occasion. J'avais allumé les bougies, préparé son plat préféré, un bœuf bourguignon, comme le faisait sa mère. La table semblait sortie d'un magazine. Je voulais ressembler à ça, moi aussi, heureuse, aimée, importante. J'ai attendu 1 heure, puis 2. Le téléphone restait silencieux. Quand j'ai enfin entendu la clé dans la serrure, mon cœur a bondi d'un espoir qui n'était plus qu'un réflexe désespéré. Il est entré avec ce sourire que j'avais toujours trouvé mystérieux, attirant. Maintenant, je sais que c'était le sourire de quelqu'un qui a l'avantage, qui sait quelque chose que vous ignorez. Il ne s'est pas excusé pour son retard. Il ne m'a pas embrassé pour me saluer. Il s'est contenté d'approcher de la table, de regarder la nourriture qui commençait à refroidir et à hausser les épaules. « J'ai un cadeau pour toi », a-t-il dit. Sa voix était légère, presque joyeuse. Il m'a tendu une petite boîte enveloppée de papier doré. Pendant un instant, j'ai senti ce vieux frisson d'excitation. Peut-être qu'il s'en souvenait, peut-être qu'il tenait à moi, après tout. J'ai déchiré le papier avec précaution, comme si c'était un trésor précieux. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux, pas de parfum, juste un morceau de papier plié. Je l'ai pris avec des doigts, tremblants, et je l'ai déplié. « Tu ne mérites rien. Je pars. » Je l'ai lu 1 fois, une 2e, une 3e. Les lettres formaient les mêmes mots, mais mon cerveau refusait de les accepter. J'ai levé les yeux. Marc me regardait avec ce sourire. Non, ce n'était plus un sourire. C'était un masque moqueur, quelque chose destiné à me briser. « C'est une blague ?» ai-je murmuré, même si je savais que non. Il a ri. Il a ri comme s'il venait de voir le meilleur film de sa vie. Ce rire a résonné dans tout l'appartement, rebondissant sur les murs, entrant dans mes oreilles, dans ma tête, dans mon cœur. C'était un rire qui transforme tout en ruine. Non, chérie, c'est la chose la plus sincère que je t'ai jamais dite. Je suis restée figée, ce papier à la main. Les bougies continuaient de brûler et le bœuf bourguignon refroidissait dans la cocotte. Marc s'est retourné et s'est dirigé calmement vers la chambre. Je l'entendais ouvrir l'armoire, jeter des vêtements dans une valise. Chaque son était comme un coup de marteau. Après quelques minutes, il est revenu, valise à la main, veste sur l'épaule. « J'ai laissé les clés sur la commode », a-t-il lancé nonchalamment. « Tu peux garder le reste. De toute façon, ça ne vaut pas grand-chose. » Il est passé à côté de moi, sans même un regard, et il est sorti. Sur le seuil, il s'est arrêté un instant et s'est mis à fredonner. Cette chanson. Joyeux anniversaire. Nous la chantions ensemble, en voiture, les nuits de pluie, quand nous rentrions des soirées chez ses amis. Maintenant, cela sonnait comme une parodie, une moquerie de chaque instant que nous avions partagé. La porte a claqué derrière lui. Je suis restée seule. Dans l'appartement qui avait été notre foyer, il n'y avait plus qu'un espace rempli d'ombre. Je me suis assise par terre, le dos contre le canapé, tenant toujours ce papier. Les bougies brûlaient encore. La cire coulait sur les chandeliers. La table était mise pour 2. Les assiettes que nous avions reçues de ma grand-mère pour notre mariage, les verres que nous avions achetés ensemble à Avignon, dans ce petit antiquaire près du Palais des Papes. Tout était prêt pour une fête qui n'a jamais eu lieu. Je pensais à toutes les nuits que j'avais passées à attendre qu'il rentre du travail, à chaque conversation où j'excusais sa froideur, sa distance, son indifférence croissante, à chaque dispute où c'était moi qui m'excusais, moi qui me justifiais, moi qui essayais de réparer quelque chose qu'il détruisait morceau par morceau. Je me suis levée et je me suis approchée de la fenêtre.
Le marais était calme à cette heure. Les lumières aux fenêtres de l'autre côté de la rue brillaient comme de petites vies, enfermées dans leurs appartements, dans leurs histoires. Je me demandais si, dans l'une d'elles, quelqu'un pleurait aussi en ce moment. Si quelqu'un venait aussi d'apprendre que la personne qu'il aimait n'était qu'une illusion. J'ai essayé de pleurer. Je pensais que ça aiderait, que les larmes libéreraient quelque chose. Mais je ne pouvais pas. C'était trop, ou trop peu. Un vide dans ma poitrine, là où il y avait autrefois un cœur, pulsait maintenant de quelque chose de froid, de tranchant. Quelque chose en moi s'est brisé cette nuit-là, mais ce n'était pas de la faiblesse. C'était un éveil. J'ai regardé ce papier jusqu'au petit matin. Je l'ai lu tellement de fois que les mots se sont gravés dans ma mémoire comme des cicatrices, mais les cicatrices peuvent devenir une armure. Et je commençais à comprendre que c'était peut-être lui qui avait commis la plus grosse erreur de sa vie. Pas parce qu'il m'avait quitté, mais parce qu'il n'avait jamais compris à qui il avait vraiment affaire. Il m'avait laissé sans rien? Très bien. J'allais lui montrer ce qu'était le véritable néant. Les premières semaines après son départ ont été comme vivre sous l'eau. Tout était étouffé, ralenti, flou. Je me réveillais le matin et pendant quelques secondes, j'oubliais. Puis je voyais la moitié vide du lit et tout revenait, d'un poids qui m'écrasait contre le matelas. Sa présence était partout, même s'il n'était plus là. Ses chaussures près de la porte, ses élégantes chaussures en cuir qu'il cirait toujours avec tant de soin. Je n'y ai pas touché. Sa brosse à dents dans la salle de bain. Son manteau dans l'entrée. Même l'odeur de son après-rasage flottait encore dans l'air, comme si la maison refusait de croire qu'il était vraiment parti. Je déambulais dans l'appartement comme un fantôme dans ma propre vie. Je connaissais chaque coin, chaque tache sur le mur, chaque interrupteur qui grince. Mais maintenant, tout semblait différent, comme si quelqu'un avait changé le décor sans que je m'en aperçoive. La table où nous prenions nos petits déjeuners, le canapé où nous regardions des films le dimanche soir, le lit où nous rêvions d'un avenir qui n'est jamais venu. Ma sœur Anne venait tous les jours la première semaine. Elle apportait du bouillon de poule, comme si c'était un remède contre les cœurs brisés. Elle s'asseyait en face de moi à la table de la cuisine et disait des choses qui lui semblaient réconfortantes. « Le temps guérit les blessures », répétait-elle. « Tu verras, dans 6 mois, tu seras une autre personne. » Je souriais alors parce que c'est ce qu'elle attendait de moi. Mais c'était un sourire vide, le genre de sourire que j'apprenais devant le miroir pour ne pas inquiéter les autres avec mon état. À l'intérieur, je ne sentais que le froid. Mes amis appelaient. Manon, ma meilleure amie depuis le lycée, essayait de me faire sortir. « Allez, on va dans ce nouveau bar près du canal Saint-Martin. Tu as besoin de te changer les idées. » Elle ne voulait pas que j'oublie. Elle voulait que j'arrête de me souvenir pendant quelques heures, mais je ne voulais pas me détacher de cette douleur. Pas encore. C'était la seule chose qu'il me restait de ces 7 années. Et puis, un soir, alors que j'étais assise dans le noir près de la fenêtre, regardant les lumières de Paris, j'ai vu une enveloppe. Elle était posée sur la petite table, au milieu des factures dont il s'occupait toujours. Je l'ai ouverte sans réfléchir. C'était un avis de retard. Pour l'électricité. À mon nom. Le lendemain, j'en ai trouvé une autre. Facture de gaz. Puis, Internet. Toutes. À mon nom. Toutes. Impayées. J'ai commencé à chercher plus loin, dans les tiroirs, dans les papiers qu'il avait laissés. Des comptes bancaires dont j'ignorais l'existence, des prêts contractés avec ma signature, des dettes que je n'avais jamais faites. J'étais assise avec ces papiers autour de moi sur le sol du salon et j'ai senti quelque chose craquer en moi. Mais ce n'était pas des pleurs, c'était de la colère. Une colère pure, brûlante, étonnamment claire. Il ne m'avait pas seulement quittée. Il m'avait laissé avec son désordre, avec ses dettes, avec ses mensonges. Tout à mon nom. Tout devenait mon problème. Et lui, quelque part, vivait sa vie, libre, sans conséquences,
racontant probablement à ses amis quelle femme j'avais été, quel fardeau, quel obstacle. Cette nuit-là, quelque chose a changé. J'ai arrêté d'errer dans l'appartement comme un spectre. J'ai arrêté de regarder ses affaires avec nostalgie. J'ai commencé à les voir différemment, comme des preuves, comme des outils, comme des faiblesses qu'il avait laissées derrière lui. J'ai commencé à prendre des notes. J'écrivais tout, ce qu'il possédait, ce à quoi il tenait, ce qu'il considérait comme intouchable. Je me souvenais de chaque conversation, de chaque instant où il s'était vanté de ses investissements, de ses combines, de ses coups malins. Il pensait que je n'écoutais pas. Il pensait que je n'étais qu'une décoration dans sa vie, quelqu'un qui était là pour préparer les dîners et ne pas poser de questions gênantes. Mais j'écoutais, et je me souvenais. Soudain, j'ai commencé à y voir clair. Pendant toutes ces années, j'avais construit quelque chose qu'il considérait comme sien. L'appartement que nous louions ensemble était à nos deux noms. La voiture qu'il conduisait était immatriculée à mon nom, car son crédit n'était pas assez bon. Même son compte professionnel m'avait comme cotitulaire, parce que la banque l'exigeait. Il pensait me laisser sans rien, et je commençais à comprendre que c'était lui qui n'avait rien qui ne soit lié à moi. Je n'en ai parlé à personne, ni à Anne, ni à Manon, ni à mes parents. Quand ils appelaient pour demander comment j'allais, je disais « Mieux, je m'en sors ». Et ce n'était pas un mensonge. Je me sentais vraiment mieux. Pas parce que j'avais cessé de souffrir, mais parce que j'avais commencé à agir. Le soir, je m'asseyais devant mon ordinateur portable. Je lisais, j'apprenais, sur le droit du divorce, sur la copropriété, sur les dettes et les obligations. Chaque page, chaque article, chaque conseil juridique était comme une carte me menant vers un but que je ne connaissais pas encore exactement, mais que je sentais être là, au bout de ce chemin. Un soir, j'ai ouvert son vieil ordinateur portable, celui qu'il avait laissé dans le placard, le jugeant probablement inutile. Il n'y avait pas de mot de passe, ou il n'avait pas pensé à le changer. À l'intérieur, il y avait des documents, des emails, des mots de passe enregistrés dans un bloc-notes, l'accès à des comptes qu'il pensait être uniquement les siens. Je suis restée assise un moment, à regarder l'écran. C'était comme tenir la clé de la vie secrète de quelqu'un. Je pouvais fermer l'ordinateur. Je pouvais le jeter avec ses chaussures, son manteau, toutes les choses que je gardais encore. Je pouvais simplement essayer d'oublier, d'aller de l'avant, d'être la personne la plus mature. Mais je me suis souvenue de son rire. Je me suis souvenue de ce papier. « Tu ne mérites rien ». J'ai cliqué sur le premier fichier, puis le suivant, et le suivant. Il ne s'agissait plus seulement de moi, il s'agissait de justice, d'équilibre, de montrer à quelqu'un qu'aucune cruauté ne reste sans réponse, même si cette réponse vient doucement, en cachette, dans le silence de la nuit. Dans ces fichiers, j'ai trouvé plus que ce à quoi je m'attendais. Il y avait presque quelque chose de poétique dans la façon dont l'excès de confiance peut être le pire ennemi de quelqu'un. Marc avait toujours été arrogant, y compris dans ce domaine. Il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un voudrait le vérifier, et encore moins moi. Il y avait des documents concernant l'appartement que nous louions. Le bail était à nos deux noms, mais il s'est avéré que la propriétaire, Madame Dubois, une femme âgée vivant à Marseille, vendait ce bien. Marc avait discuté avec elle de la possibilité de l'acheter. J'ai vu des emails où il négociait le prix, fixait des échéances. Mais tout était resté en suspens, car la transaction nécessitait nos deux signatures. Maintenant, il n'y avait plus que la mienne. J'ai appelé Madame Dubois le lendemain. J'ai expliqué la situation délicatement, sans drame inutile. Je parlais calmement, professionnellement. Je lui ai dit que mon mari était parti, que je souhaitais clore ce chapitre et reprendre l'appartement, si possible. J'avais de l'argent de côté, celui que j'avais économisé pendant des années pour divers objectifs que nous n'avions jamais réalisés. Nos vacances de rêve, notre fonds pour un enfant, notre avenir. Maintenant, c'était juste mon argent. Madame Dubois a été charmante. Peut-être qu'elle compatissait.
Peut-être voulait-elle simplement finaliser la vente rapidement. En 2 semaines, l'appartement était à moi. Officiellement, légalement, seulement à moi. Marc n'en avait aucune idée. Il était trop occupé par sa nouvelle vie pour vérifier de tels détails, et je n'avais pas l'intention de lui en parler, pas encore. Ensuite, il y a eu la voiture, cette luxueuse Audi argentée qu'il avait achetée il y a 2 ans. Il aimait cette voiture plus qu'il ne m'avait jamais aimé. Il passait ses week-ends à la laver, à la polir, à vérifier chaque petit détail. Il la prenait pour ses rendez-vous d'affaires, pour impressionner ses clients. Mais elle était immatriculée à mon nom, parce que son historique de crédit était trop faible, parce que la banque ne lui faisait pas confiance comme elle me faisait confiance. Je l'ai vendue en 1 semaine. J'ai trouvé un acheteur sur Internet, un type de Lyon qui cherchait exactement ce modèle. Le prix était juste. Tout s'est déroulé sans accroc, rapidement, sans questions inutiles. Avec cet argent, j'ai remboursé les dettes que Marc avait laissées à mon nom. Électricité, gaz, Internet, factures de téléphone, toutes ces petites dettes agaçantes qu'il collectionnait comme des trophées de son irresponsabilité. Une par une, elles disparaissaient. Et à chaque facture payée, je sentais quelque chose dans ma poitrine, respirer plus légèrement. Mais ce n'était que le début. Sur son ordinateur portable, j'ai aussi trouvé l'accès à son compte bancaire. Pas le principal, celui-là était trop bien sécurisé. Mais il avait un deuxième compte, une sorte de compte de secours, qu'il pensait probablement invisible. Il y avait de l'argent dessus. Pas une fortune, mais suffisamment pour savoir qu'il cachait quelque chose, qu'il préparait son départ bien avant de me le dire. Je n'ai pas touché à cet argent, pas encore, mais je savais qu'il était là, et c'était suffisant. Le savoir était une arme plus puissante que n'importe quelle action, parce que je pouvais attendre, je pouvais choisir le bon moment. J'ai aussi commencé à contacter les gens que je connaissais par son intermédiaire. Son associé, Pierre, qui avait toujours été plus poli avec moi que Marc lui-même. Je lui ai écrit un email, l'air de rien, pour lui demander certains documents que Marc m'avait demandé de transmettre. Pierre a répondu rapidement, serviablement. Dans sa réponse, il y avait des pièces jointes, des contrats, des factures, des détails de transactions dont je n'aurais jamais eu connaissance. J'ai appris que l'entreprise que Marc dirigeait avec Pierre n'allait pas aussi bien que Marc me l'avait raconté. Il y avait des dettes. Il y avait des clients qui attendaient des remboursements. Il y avait des promesses qui n'avaient même pas été tenues. Et tout cela était lié au nom que je portais. J'étais copropriétaire. Il m'avait inscrite comme partenaire dans l'entreprise il y a des années, pour des avantages fiscaux, pour une commodité juridique. Il pensait que ce n'était que du papier. Il pensait que je n'aurais jamais de raison de m'en mêler. Mais maintenant, j'avais une raison. J'ai commencé à poser des questions, pas agressivement, pas accusatoirement. J'étais juste l'épouse inquiète qui essayait de comprendre ce qui se passait dans l'entreprise. Pierre était coopératif, peut-être trop coopératif. Peut-être avait-il lui aussi ses raisons d'être mécontent de Marc. Plus j'en apprenais, plus je voyais les fissures dans la façade que Marc avait construite. Ses succès n'étaient que des mensonges bien racontés. Son avenir brillant était un château de cartes qui ne tenait que par la chance et ma signature sur les bons documents. Et je tenais maintenant toutes les cartes en main. Je ne disais à personne ce que je faisais. Anne appelait et demandait si ça allait mieux. « Oui », répondais-je. « Je commence à refaire ma vie. » Et c'était la vérité, juste pas celle qu'elle imaginait. Manon m'a invitée à prendre un café. Nous étions assises dans notre café préféré près de la place des Vosges, celui avec les grandes fenêtres et l'arôme des grains fraîchement moulus. Elle me parlait de son travail, de son petit ami, de ses plans de vacances. J'écoutais, j'hochais la tête, je souriais au bon moment. « Je vois que tu t'en sors vraiment bien », m'a-t-elle dit à la fin, me regardant avec soulagement. « J'avais peur que ça te brise. »« Non », ai-je répondu calmement, en remuant mon café. « Ça ne m'a pas brisé. » Et ça ne m'avait pas brisé. Ce que Marc avait fait ne m'avait pas détruite. Ça m'avait transformée, changée, appris. Il m'avait laissé sans rien. Il m'avait laissé
avec tout ce dont j'avais besoin pour lui montrer ce qu'était le véritable néant. Le soir, je m'asseyais près de la fenêtre avec un carnet. Je faisais des listes, des plans, des stratégies. Ce n'était pas une vengeance au sens où les gens l'imaginent, avec des cris, du drame, une humiliation publique. C'était quelque chose de plus subtil, de plus efficace. C'était la justice. Chaque étape que j'entreprenais était précise, légale. Je n'enfreignais aucune loi. J'utilisais seulement les droits que j'avais déjà, en tant qu'épouse, en tant que copropriétaire, en tant que personne dont le nom figurait sur des documents qu'il avait si imprudemment signés, sans penser aux conséquences. Et quelque part, dans sa nouvelle vie, Marc souriait toujours. Il racontait toujours à ses amis comment il s'était libéré, à quel point il était enfin heureux, comment il avait laissé derrière lui le poids qui le retenait. Il ne savait pas que ce poids s'approchait justement de lui, silencieusement, méthodiquement, inexorablement. Et j'étais prête. Le téléphone a sonné au milieu de la nuit. Il était 2h30 du matin. Pendant un instant, j'ai cru que c'était une erreur, que quelqu'un s'était trompé de numéro. Puis, j'ai vu son nom sur l'écran. Marc. Pendant un mois, il n'avait pas donné signe de vie, pas de message, pas d'appel, rien. Comme s'il s'était évaporé de ma vie. Et maintenant, à 2h30 du matin, il appelait. J'ai décroché, mais je n'ai rien dit. J'ai attendu. Caroline. Sa voix était différente. Il n'y avait plus cette assurance, cette note moqueuse. Il semblait effrayé. « Il faut qu'on parle. » À 3h du matin, ai-je demandé calmement. « C'est urgent. » Il a dégluti bruyamment. Je pouvais l'entendre à travers le téléphone. Il y a un problème avec mes comptes, avec l'entreprise. Tout est bloqué. Je ne peux rien faire. Je me suis assise sur le lit, allumant la lampe de chevet. Mon cœur battait calmement. Je savais que ce moment viendrait. Je m'y préparais depuis des semaines, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne si vite. « Que veux-tu dire ?» ai-je demandé, feignant l'inquiétude. « Mes comptes bancaires, l'entreprise, tout est gelé. La banque parle de procédure légale, d'une copropriétaire qui a signalé des irrégularités. C'est toi? C'est toi qui as fait ça ?» Sa voix passait de la peur à la colère, puis revenait au désespoir. J'écoutais cela comme un concert joué spécialement pour moi. « J'essayais juste de régler les dettes que tu as laissées à mon nom, » ai-je répondu doucement. « Toutes ces factures. Tu te souviens? Électricité, gaz, téléphone. Je devais bien régulariser ça, et j'ai découvert que j'étais copropriétaire de l'entreprise. Alors j'ai commencé à poser des questions. C'est naturel, non? Caroline, ce n'est pas juste. Ce ne sont pas tes affaires. Et ces dettes, c'était mes affaires? Silence. Un long, lourd silence. J'entendais sa respiration, rapide, superficielle. « Il faut qu'on arrange ça, » a-t-il dit enfin. « Voyons-nous. Parlons comme des adultes. » Des adultes? J'ai ri. C'était un rire sec. Bref. Les adultes ne laisseraient pas une note le jour de l'anniversaire de leur femme en disant qu'elle ne mérite rien. « Caroline, s'il te plaît. » Il n'était plus que suppliant. « On peut résoudre ça. Je te donnerai de l'argent. Tout ce dont tu as besoin. Débloque juste ces comptes. S'il te plaît. » « Voyons-nous demain, » ai-je dit. « À 15h, dans notre appartement. »« Notre » a-t-il répété, incertain. « Mon » ai-je corrigé. « Dans mon appartement. » J'ai raccroché avant qu'il ait pu répondre. Je n'ai pas dormi le reste de la nuit. Non pas parce que j'étais nerveuse. Je suis juste restée allongée dans le noir, à regarder le plafond, en pensant à chaque décision qui m'avait conduite à ce moment, à chaque mensonge que j'avais avalé, à chaque nuit où j'avais attendu qu'il rentre, en prétendant ne pas sentir à quel point il s'éloignait de moi. Tout cela avait un sens maintenant. Chaque larme, chaque nuit blanche, chaque instant d'humiliation, tout m'y avait préparé. Le lendemain, j'ai passé des heures à me préparer. J'ai rangé l'appartement. J'ai mis une simple robe noire, la même que je portais pour notre anniversaire de mariage il y a 3 ans. Je me suis coiffée.
Je me suis maquillée. Je voulais qu'il me voie. Pas la femme qu'il avait laissée, brisée, en larmes, mais celle qui était née de tout ça. À 15 heures précises, l'interphone a sonné. Je l'ai laissé entrer sans un mot. Quand il est entré, j'ai vu à quel point il avait changé. Il avait maigri. Il avait des cernes sous les yeux. Ses vêtements, qui étaient autrefois toujours impeccablement repassés, étaient maintenant froissés, comme s'il avait dormi avec. Il m'a regardé, puis l'appartement, comme s'il cherchait quelque chose de familier, quelque chose qui pourrait l'aider. Mais il n'y avait plus rien de familier ici. J'avais changé les rideaux, j'avais déplacé les meubles, j'avais enlevé des murs toutes nos photos communes et j'avais accroché des reproductions de peintures que j'avais choisies. Ce n'était plus notre endroit, c'était le mien. « Assieds-toi », ai-je dit en lui montrant une chaise à table. Il s'est assis docilement. Je suis restée debout, appuyée contre le comptoir de la cuisine, un verre d'eau à la main. Je ne lui ai rien offert à boire. Je n'étais plus sa femme, celle qui s'occupe du confort de ses invités. « Alors » a-t-il commencé, la voix tremblante. « Que se passe-t-il? Pourquoi as-tu bloqué mes comptes ?»« Je ne les ai pas bloqués, » ai-je répondu calmement. « J'ai seulement signalé à la banque des irrégularités dans l'entreprise dont je suis copropriétaire, des dettes contractées à mon nom sans mon consentement, des transactions qui ne m'ont jamais été présentées. La banque a réagi conformément aux procédures. C'est tout. Mais tu sais que ça va détruire l'entreprise. Pierre a déjà appelé, les clients s'en vont, tout s'effondre. Peut-être que tu aurais dû y penser avant. » Il me regardait comme une étrangère, et peut-être que c'est ce que j'étais. Étrangère à la version de moi qu'il connaissait, celle qui pardonnait toujours, qui comprenait toujours, qui attendait toujours. « Qu'est-ce que tu veux ?» a-t-il demandé enfin. « De l'argent? Des excuses? Que dois-je faire pour que tu annules ça ?» Je me suis approchée, je me suis tenue en face de lui. Il a levé les yeux vers moi, et dans son regard, j'ai vu quelque chose que je n'y avais jamais vu auparavant. La peur, l'impuissance, la compréhension qu'il n'avait plus le contrôle. « Je veux que tu comprennes une chose, » ai-je dit doucement mais fermement. Cette nuit-là, quand tu m'as donné cette carte, tu as dit que je ne méritais rien. Tu t'en souviens? Il a hoché la tête, sans me quitter des yeux. « Tu avais raison, » ai-je continué. Je ne méritais pas rien, je méritais plus. Le respect, l'honnêteté, l'amour pendant qu'on y est. Mais tu ne m'as jamais rien donné de tout ça. Alors maintenant, je prends ce que je mérite. Pas par vengeance, par justice. Caroline, je suis désolée, vraiment. J'ai été un idiot. Je me suis conduit horriblement. Oui, c'est vrai. Je me suis servi de l'eau et j'ai bu lentement, le regardant attendre un signe, un espoir. Mais je n'étais pas là pour lui donner de l'espoir. « L'appartement est à moi, » ai-je dit. Je l'ai acheté à Madame Dubois, légalement. La voiture, je l'ai vendue et j'ai remboursé tes dettes. Quant à l'entreprise, je peux retirer ma plainte. Je peux laisser tout revenir à la normale. Son visage s'est éclairé. « Vraiment? Tu ferais ça ?» « À une condition, » ai-je ajouté, et la lumière dans ses yeux s'est éteinte. « Que tu signes les papiers du divorce sans aucune réclamation, aucun droit sur l'appartement, sur rien. Tu pars comme tu es venu, et tu ne me contactes plus jamais. » Il est resté assis là, à me regarder, à tout analyser. Je le voyais calculer dans sa tête, ce qu'il perdait, ce qu'il gagnait, s'il avait le choix. « Et si je n'accepte pas ?» a-t-il demandé faiblement. J'ai souri. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que ce sourire était authentique. Alors l'entreprise s'effondre, tes comptes restent gelés, et moi, je continuerai à vivre dans mon appartement, dans ma vie, libre de toi et de tout ce que tu représentes. J'ai posé devant lui les documents que j'avais préparés. Le divorce, la renonciation aux droits. Tout était prêt, n'attendant que sa signature. « Tu as le choix, » ai-je dit, « mais tu dois le faire maintenant. » Il a longuement regardé les papiers. Puis il a sorti le stylo qu'il utilisait toujours pour signer les documents importants.
le même stylo avec lequel nous avions signé notre acte de mariage. Et sans un mot, la main tremblante, il a apposé sa signature. Quand il a eu fini, j'ai pris les documents. Je les ai pliés soigneusement et je les ai rangés dans mon sac. « Tu peux partir », ai-je dit. Il s'est levé lentement, mal assuré. Près de la porte, il s'est retourné une dernière fois. « Je n'ai jamais su que tu étais si forte », a-t-il dit doucement. « Moi non plus », ai-je répondu. « Mais c'est toi qui me l'as appris. » Il est sorti, et cette fois, quand la porte s'est fermée derrière lui, ce n'était pas triste, c'était libérateur. Ce jour-là, quand il est parti pour la dernière fois, je ne l'ai pas regardé par la fenêtre. Je ne me suis pas demandé où il irait, ni ce qu'il ferait ensuite. Pour la première fois depuis des années, sa présence, ou plutôt son absence, n'occupait pas chaque pensée dans ma tête. Le silence dans l'appartement était différent, pas lourd, écrasant, plein de mots non dits. C'était un silence conscient, mérité, un silence que j'avais créé moi-même. Je me suis assise sur le canapé avec une tasse de thé et j'ai juste respiré. Et c'était suffisant. Le lendemain, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude, pas à cause de l'anxiété ou de l'insomnie. J'ai simplement senti que je voulais voir le lever du soleil. Je me suis levée, j'ai ouvert la fenêtre en grand et j'ai regardé le ciel au-dessus de Paris changer de couleur, du bleu nuit au rose jusqu'au bleu clair. L'air était frais, vif, sentant la fin de l'hiver et le début de quelque chose de nouveau. C'était un signe. Ou c'est comme ça que je l'ai interprété. Il était temps de recommencer. La première étape a été de repeindre les murs. Ce beige que Marc avait choisi, disant que c'était élégant et intemporel, était en fait ennuyeux et sans vie. Je suis allée au grand magasin de bricolage près de Bastille et j'ai passé 1 heure à choisir des couleurs. Je n'ai pas pressé les choses. J'ai regardé chaque nuance, imaginant ce qu'elle donnerait à la lumière du jour, le soir, les jours de pluie. Finalement, j'ai choisi. Un jaune clair et chaud pour le salon, un bleu profond pour la chambre, un vert sauge pour la cuisine. Des couleurs qui donnaient à l'appartement l'air d'un endroit où quelqu'un vit vraiment et pas seulement existe. J'ai commencé à peindre moi-même. J'aurais pu engager quelqu'un, mais je voulais le faire de mes propres mains. Je voulais sentir chaque coup de pinceau recouvrir l'ancienne couleur, les anciens souvenirs. C'était thérapeutique. Un acte physique de transformation. Anne est passée le 2e jour et m'a trouvée en vieux jeans et t-shirt, couverte de peinture. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle demandé, me regardant avec incrédulité. « Je rafraîchis l'endroit », ai-je répondu en souriant. Elle n'a pas posé de questions sur Marc. Peut-être savait-elle qu'il n'y avait plus rien à en dire. Au lieu de ça, elle a pris un 2e pinceau et m'a rejointe. Nous avons travaillé en silence, mais c'était un silence agréable, le genre de silence qui existe entre 2 sœurs qui n'ont pas besoin de combler chaque instant avec des mots. « Ça fait du bien de te voir comme ça », a-t-elle dit à la fin, en peignant méticuleusement le cadre de la fenêtre. « Comme ça comment ?»« Vivante. » Elle avait raison. Ces derniers mois, peut-être même ces dernières années, je n'avais fait que fonctionner. Mais maintenant, je sentais que je revenais à moi-même, à la version de moi que j'avais enterrée quelque part sous des couches de compromis et de regrets. Quand j'ai fini de peindre, ce fut le tour des meubles. J'ai commencé par me débarrasser de ses affaires, tout ce qui restait, ses chaussures, son manteau, les livres qu'il ne lisait jamais mais qu'il gardait sur l'étagère pour avoir l'air intelligent. J'ai tout emballé dans des cartons et je les ai apportés à une œuvre de charité à Belleville. Puis est venu le temps du changement. J'ai acheté un nouveau canapé, doux, confortable, dans cette nuance de bleu que j'avais toujours aimée, mais que Marc trouvait trop féminine. J'ai accroché de nouveaux rideaux. J'ai acheté des plantes, des pots de fougères vertes, des succulentes sur le rebord de la fenêtre, des orchidées dans la chambre. L'appartement a commencé à vibrer de vie. Un jour, debout dans le salon, regardant tout ce que j'avais changé, j'ai réalisé qu'il n'y avait plus aucune trace de Marc ici,
Aucun objet qui le rappelait, aucune odeur, aucun objet. C'était mon espace, entièrement, sans réserve. Mais il ne s'agissait pas seulement de l'appartement. Je devais aussi me changer moi-même. J'ai appelé Manon et je lui ai demandé le contact du coach personnel qu'elle recommandait il y a des mois. Je me suis inscrite à une salle de sport. Non pas parce que je voulais avoir l'air différente. Je voulais me sentir plus forte. Je voulais un endroit où je pouvais évacuer tout ce qui était coincé en moi. Les premiers entraînements ont été difficiles. J'avais mal aux muscles qui avaient oublié ce que c'était que d'être utilisé. Mais j'aimais ça. La douleur me rappelait que j'étais toujours en vie, que mon corps était le mien et que je pouvais le façonner selon mes propres règles. Au travail aussi, j'ai commencé à m'impliquer davantage. Je travaillais dans une agence de publicité en tant que graphiste, mais j'avais passé les dernières années à faire le minimum, à être invisible. Maintenant, je me portais volontaire pour de nouveaux projets. Je proposais des idées. J'ai commencé à rencontrer des clients, à participer à des réunions qui me semblaient auparavant trop stressantes. Mon patron, Tomei, a remarqué le changement. « Il t'est arrivé quelque chose ?» m'a-t-il demandé un après-midi, alors que je restais après les heures de travail pour terminer un projet. « Bien au contraire, » ai-je répondu en souriant. « Il ne m'est rien arrivé. » Il n'a pas compris, mais il a hoché la tête, comme s'il acceptait le mystère. Les week-ends, j'ai commencé à faire des choses que j'avais oubliées. Je suis allée au musée d'Orsay et j'y ai passé tout l'après-midi à regarder les peintures. J'ai acheté un billet pour un concert de Zazie parce que j'avais toujours voulu la voir en live, mais Marc n'aimait pas ce genre de musique. J'ai commencé à peindre, pas professionnellement, juste pour le plaisir, des aquarelles, près de la fenêtre ouverte, sans but, sans jugement. J'ai découvert que j'avais du temps. Tellement de temps. Quand on ne consacre pas chaque moment libre à s'inquiéter pour quelqu'un d'autre, soudain, il y a de la place pour soi. Manon m'a invité à partir en week-end à Chamonix. J'ai hésité un instant. Mon ancien moi aurait eu peur de se retrouver seul avec ses propres pensées sur les sentiers de montagne. Mais maintenant, j'ai dit oui sans réfléchir. C'était début mars. Il y avait encore pas mal de neige. Nous marchions sur un sentier, Manon bavardait sur son travail, son petit ami, ses projets. J'écoutais, mais en même temps, j'étais plongée dans mes propres pensées, dans le rythme de mes pas, dans ma respiration, dans la vue des Alpes, qui étaient vieilles, puissantes, indifférentes aux petits drames humains. Au sommet, en regardant le panorama, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La liberté. Une liberté vraie, pure. Pas seulement libre de Marc, libre de tout ce que je pensais devoir être. Des attentes, des rôles, de la peur. « À quoi tu penses ?» m'a demandé Manon en se tenant à côté de moi. « Au fait que je suis heureuse », ai-je répondu. Elle m'a regardée, surprise. « Vraiment ? Vraiment ?» Et ce n'était pas un mensonge, ce n'était pas ce genre de bonheur bruyant, euphorique, c'était quelque chose de calme, de constant. La conviction que j'étais là où je devais être. Que ce qui m'était arrivé, bien que douloureux, m'avait conduite à quelque chose de meilleur. Quand je suis rentrée à Paris, mon appartement ressemblait à un foyer. Mon foyer. Je me suis préparé un thé, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé la ville. Les lumières commençaient à s'allumer, les gens rentraient du travail, la vie continuait. Je me suis souvenue de ce soir où Marc était parti pour la première fois. Ce vide, cette peur, ce sentiment que le monde s'était arrêté. Mais le monde ne s'était pas arrêté. Il avait recommencé. Et cette version était meilleure. J'ai regardé mon reflet dans la vitre. Ce n'était plus cette femme, celle qui attendait l'approbation de quelqu'un, le « je t'aime » de quelqu'un, pour se sentir complète. C'était une femme qui avait appris à s'aimer, sans condition, sans excuse. Marc avait voulu me briser. Il voulait que je m'effondre, que je supplie, que je prenne conscience de mon absence de valeur. Mais il s'était trompé. Je n'étais pas sans valeur. J'étais inestimable. Et j'avais enfin compris ça. L'été est arrivé de manière inattendue. Un jour, il y avait encore le froid de mars.
Et le lendemain, Paris était déjà en fleurs, avec des feuilles vertes et un soleil chaud. J'étais assise sur le balcon de mon appartement avec un café et un livre, écoutant les bruits de la ville en contrebas. C'était l'un de ces moments ordinaires, insignifiants, que j'aurais ignorés autrefois. Mais maintenant, je savais que c'était précisément ces moments-là qui construisaient le bonheur. Au travail, j'ai eu une promotion. Thomas m'a proposé le poste de graphiste senior avec ma propre équipe. Je me souviens être assise dans son bureau pendant qu'il parlait de mon talent, de ma détermination, de combien l'entreprise appréciait ce que je faisais. Et j'écoutais simplement, acceptant ses mots, ne les rejetant pas, ne les minimisant pas, comme je l'avais fait pendant des années. « Tu le mérites », a-t-il dit à la fin. « Je sais », ai-je répondu. Et pour la première fois de ma vie, j'y croyais vraiment. La vie continuait, et chaque jour était la preuve qu'on peut recommencer, que le passé, aussi lourd soit-il, n'a pas à définir l'avenir. Mais il y avait une chose qui restait tapie quelque part, dans un coin de mon esprit. Cette boîte, cette petite boîte dorée que Marc m'avait donnée pour mon anniversaire. Pendant tous ces mois, elle était restée au fond d'un placard, cachée sous de vieux vêtements, comme si elle attendait le bon moment. Un après-midi de juin, j'ai ouvert le placard pour faire du rangement et je l'ai vue. Je l'ai prise dans ma main. Elle était légère, presque impondérable. Difficile de croire que quelque chose d'aussi petit avait un jour signifié tant de douleur. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait toujours ce papier. « Tu ne mérites rien. Je pars. » Les lettres étaient déjà légèrement délavées, le papier froissé. Je l'ai relu une fois de plus, mais les mots n'avaient plus de pouvoir. Ils n'étaient qu'un souvenir, la relique de quelqu'un qui n'était plus. J'ai refermé la boîte et je me suis demandé un instant ce que j'allais en faire. Je pouvais la jeter, je pouvais la brûler, je pouvais simplement oublier qu'elle avait jamais existé. Mais j'ai pensé à autre chose. J'ai sorti la carte, je l'ai déchirée en petits morceaux et je les ai jetés à la poubelle. Puis je me suis assise à table avec une feuille de papier vierge et un stylo. J'ai écrit lentement, soigneusement, en choisissant chaque mot. Tu ne mérites pas ma douleur, tu ne mérites pas ma colère, tu ne mérites même pas mon souvenir, je suis libre, et c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. J'ai plié la feuille, je l'ai mise dans la boîte et je l'ai refermée. Puis j'ai pris une petite pelle dans la réserve et je suis sortie dans la cour derrière l'immeuble. Il y avait un vieux chêne, sous lequel je m'asseyais parfois en été avec un livre. La terre était meuble après la dernière pluie. J'ai creusé un petit trou au pied de l'arbre. J'ai mis la boîte à l'intérieur et je l'ai recouverte de terre. Ce n'était pas symbolique d'une manière qui pourrait sembler importante à quelqu'un d'autre. Mais pour moi, cela signifiait tout. C'était enterrer le passé. Pas d'une manière qui le glorifie ou le romantise, juste le laisser partir. Je suis restée là un moment, à regarder la terre que je venais de tasser. L'air était chaud, le soleil brillait à travers les feuilles de l'arbre, et quelque part, au loin, j'entendais le rire des enfants qui jouaient sur l'aire de jeu. « Salut !» ai-je murmuré. Pas à Marc, à cette version de moi, à la femme qui pensait qu'elle ne survivrait pas, qui pensait que son départ était la fin. Tu t'en sors. On s'en est sorti. Quand je suis rentrée à l'appartement, j'ai senti que quelque chose était terminé. Un chapitre s'était clos, pas de manière violente ou dramatique, juste doucement, naturellement, comme on ferme un livre après avoir lu la dernière page. La vie a continué. J'ai rencontré quelqu'un de nouveau quelques mois plus tard, lors d'un vernissage dans une petite galerie à Montmartre. Il s'appelait Julien, il était architecte, il avait un sourire doux et une façon de parler qui me donnait l'impression d'être écoutée. Je ne suis pas tombée amoureuse tout de suite, il n'y a pas eu de feu d'artifice ni de gestes dramatiques, mais il y avait quelque chose de mieux, il y avait la confiance, il y avait la certitude, il y avait un sentiment calme, croissant, que cela pouvait être quelque chose de bien. Je ne lui ai pas parlé de Marc tout de suite. Je n'en ressentais pas le besoin. Le passé était le passé.
Mais quand le moment est venu, nous étions assis au bord de la Seine, à manger une glace, et il m'a interrogé sur mes relations précédentes. J'ai dit la vérité, brièvement, sans détails inutiles. Ça a dû être difficile, a-t-il dit, en regardant l'eau. Ça l'a été, mais ça m'a appris ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et qu'est-ce que tu veux? Je l'ai regardé. Quelqu'un qui me respecte, qui me traite comme une partenaire égale, qui n'a pas peur de ma force. Il a souri. Ça semble raisonnable. Et c'était là toute la différence. Avec Marc, j'avais toujours eu l'impression de devoir être plus petite pour qu'il puisse paraître plus grand. Avec Julien, je pouvais être moi-même, entièrement moi-même. Et c'était suffisant. Mais même si Julien n'était pas apparu dans ma vie, j'aurais quand même été heureuse, parce que j'avais appris quelque chose d'essentiel. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Il ne vient pas d'une autre personne, ni du travail, ni des circonstances. Il vient d'une décision, du choix d'être bonne envers soi-même, de se tenir dans sa propre puissance, de se dire à soi-même « je mérite mieux ». Un jour, presque un an après avoir enterré la boîte, je me promenais dans le quartier. Je suis passée près de cet arbre et je me suis arrêtée. La terre avait le même aspect que toujours. Personne n'aurait pu deviner que quelque chose était enterré là. J'ai pensé à Marc. Je me suis demandé ce qu'il devenait, s'il avait reconstruit son entreprise, s'il avait trouvé quelqu'un de nouveau, s'il pensait parfois à moi. Mais ce n'était ni que des pensées fugaces, dépourvues d'émotion. C'était comme se demander ce que devenait quelqu'un qu'on avait connu à l'école, une curiosité sans attachement, car la vérité était la suivante. Il n'avait plus d'importance. Son opinion sur moi, sa vie, son bonheur ou son malheur, rien de tout cela ne m'importait. Je m'étais libérée non seulement de lui, mais de tout ce qu'il représentait, du besoin d'être acceptée, de la peur d'être seule, de la conviction que ma valeur dépendait du jugement de quelqu'un d'autre. Je suis libre, ai-je pensé. Et cette fois, c'était plus que des mots sur un papier. Je suis rentrée chez moi, dans l'appartement qui était le mien, dans la vie que j'avais construite, vers moi-même que j'avais retrouvée. Et c'était suffisant. Parfois, le passé essaie de vous rattraper. Des souvenirs surgissent, des moments de doute, des instants où vous vous demandez si vous auriez pu faire quelque chose différemment. Mais j'ai appris à laisser ces pensées passer. Je ne les combattais pas. Je les accueillais, je les reconnaissais, puis je les laissais partir. Parce que la vie n'est pas un seul grand événement, un seul moment déterminant. Ce sont des milliers de petits choix. Et chaque jour, je me choisissais. Je choisissais le bonheur. Je choisissais la liberté. Marc m'avait donné une boîte remplie de cruauté, mais j'en avais fait quelque chose de beau. J'avais créé moi-même. Et quelque part, dans la terre, sous ce vieux chêne, reposait une boîte. Mais ce qu'il y avait à l'intérieur, la douleur, la colère, le chagrin, avait cessé d'exister depuis longtemps. Il ne restait qu'une boîte vide, le symbole de quelque chose qui n'a plus d'importance. Et moi, je vivais vraiment, pleinement, sans peur. Et c'était la plus belle chose que je pouvais m'offrir.